peu, je pense, je le connais pas personnellement évidemment, mais connaissant un petit peu les antécédents, le personnage et ce qu'il a dégagé, ce qu'on a vu de lui en fait depuis maintenant 11 ans, je pense qu'il veut jouer absolument. Est-ce qu'il serait prêt à rester au Barça et foutre le feu dans le vestiaire? Je crois pas, non. Mesdames et messieurs, il faut décontracter les épaules. Pourquoi? Premier épisode d'une série qui va revenir sur chaque ligne du FC Barcelone. Et donc forcément, premier épisode consacré aux gardiens. Et pourquoi un peu faut décontracter les épaules? Parce que là, on va parler français, on va parler Frenchy. On va parler de tout ça avec mon cher Charel qui est présent sur la chaîne. Comment vas-tu? C'est un honneur que tu sois présent. Ah, c'est gentil ça. Ah, c'est gentil. Bah écoute, ça va très bien mon ami. On est du coup début juin et la période, en tout cas une des périodes les plus excitantes du mercato va commencer pour le Barça. Donc je suis hypé. Très bien, très bien. Bah, je me devais un petit peu de te rendre l'appareil vu que j'ai été présent sur nombreux de tes lives. Un gros merci à toi pour ça et puis ça me fait très plaisir de parler de ce sujet-ci avec toi parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, notamment à travers un gardien allemand de notre cher FC Barcelone. Je suis très heureux de parler de tout ça. Et avant d'aborder justement ce cher gardien allemand, moi j'avais une question pour toi par rapport au gardien du Barça. C'est est-ce que tu juges qu'il y a une certaine spécificité auprès des gardiens de notre club, de notre cher FC Barcelone? Est-ce que tu juges, toi, le gardien du Barça, comme tu juges un peu les autres gardiens des autres clubs? Alors, excellente question. Je pense que la réponse, elle est assez parlante du fait que le FC Barcelone, c'est quand même une équipe qui a un jeu très spécifique. Hein. Il y avait, je crois, c'était un dicton ou une citation d'un, peut-être Cruyff, qui disait que le gardien de but, ou Guardiola, je sais plus, qui disait qu'au Barça, le gardien de but était le premier attaquant ou un truc dans ce genre-là. Parce que forcément, quand tu es gardien au FC Barcelone, c'est un métier complètement différent qu'ailleurs. Il faut que tu... Voilà, il faut évidemment avoir un bon jeu au pied. Ça, c'est une des caractéristiques. C'est bizarre de dire ça en plus, hein, parce que le fait qu'un gardien de but, forcément, on veut un gardien qui fasse des arrêts, n'est-ce pas, monsieur Ter Stegen? Donc, forcément, on parle des mains avant tout. Mais au Barça, forcément, il faut un gardien qui puisse être à l'aise au pied parce qu'il va être amené à toucher beaucoup de ballons en plus qu'un gardien lambda et encore plus avec le Barça d'Hansi Flick qui fait que tu vas être amené à défendre toi, entre toi le gardien et la défense, tu as parfois 30, 40, 50 mètres d'écart entre toi et la défense. Donc il faut savoir justement être prêt tout le temps, non-stop pendant la rencontre, à éventuellement sortir de tes buts pour aller intercepter les ballons si jamais on a des ballons en profondeur qui arrivent vers les calages et qui peuvent être du coup annihilés par le gardien de but. Donc forcément, c'est un poste hyper différent d'un gardien lambda qu'on verrait ailleurs. Exactement, exactement. Et à travers ça, il y a aussi une donnée qui est un petit peu sortie récemment qui montre à quel point, en gros, les gardiens du FC Barcelone, et notamment Chesney sur cette saison, n'ont pas été des gardiens qui ont été énormément mis à contribution, mais qui en revanche ont concédé les frappes peut-être les plus dangereuses de la saison en Liga. Donc dans le sens où forcément, on le voit avec le jeu de Flick, les adversaires, ils n'ont pas énormément d'occasions, mais quand ils en ont, c'est très souvent des 1 contre 1 par rapport au fait justement de notre piège du hors-jeu. Toi, est-ce que justement par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Comment est-ce que tu évalues justement la capacité sous ce Barça de Flick à un gardien justement à performer? Parce que c'est beaucoup plus compliqué d'arrêter des 1 contre 1 entre guillemets que d'arrêter des tirs où tu as plus de personnes dans la surface de réparation et plus de densité. Ça vient aussi du fait... bon, je ne sais pas si c'est un petit peu lié à ce que... Autre citation, à ce que Donnarumma disait récemment, comme quoi un gardien de but, c'est plus compliqué d'avoir 1 ou 2 arrêts à faire dans un match parce que tu n'as pas le temps de te chauffer plutôt qu'un gardien qui, au cours du match, a 5-6 parades à faire. Donc du coup, à la fin, il est bien chaud. C'est ce qu'on a vu du coup chez Donnarumma qui a mangé des buts en début de saison, souvent à la 88e minute. Parce qu'il avait un seul arrêt à faire, il n'arrivait pas à le faire. C'est un petit peu le reproche qu'on faisait aussi à Ter Stegen, hein. Souvent qu'il n'arrivait pas à être décisif dans les seuls moments où il était sollicité. Ça aussi, ça a un lien du coup avec ce que tu disais, le fait que comme le Barça défend assez bien avec cette ligne du hors-jeu là, et normalement, les seules situations que l'adversaire aura, ça va être forcément ou presque forcément des situations qui vont aller, du coup des actions qui vont se terminer par une frappe. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bah oui. Parce que si tu réussis à passer ce rideau-là, à piéger justement le piège du hors-jeu du Barça, tu es normalement amené à terminer l'action. Tu as de grandes chances pour que ça termine par une frappe, dont une frappe cadrée, dont une occasion potentiellement. Donc on sait que c'est justement un des reproches que je faisais du coup moi à l'attaque du Barça, c'est que souvent les actions ne finissaient pas assez par des frappes.
ou par des centres intéressants. Là, l'adversaire, quand il a réussi à passer le pressing du Barça, à ouvrir un petit peu la défense, le milieu de terrain et à tromper le piège du hors-jeu, forcément, il y a de grandes chances qu'il arrive à terminer l'action par une frappe. Du coup, on concède des occasions et des buts très souvent sur les très peu d'occasions que le Barça concède. Ce qui fait que pour le gardien de but qui n'a pas du tout le temps de s'échauffer avant ça, et c'est une donnée encore plus compliquée à gérer pour lui. Et oui. Exactement, je suis d'accord avec toi. Et moi, c'est un élément que j'essayais bien de mettre en avant cette année, notamment avec justement Peña et Tech. Essayer de faire comprendre que certes, c'était des gardiens qui encaissaient des buts, c'est sûr, mais je trouvais que des fois, on était un petit peu dur avec eux dans le sens où la majeure partie des buts qu'ils avaient encaissés, c'était des 1v1 et que c'est plus compliqué, entre guillemets, pour un gardien d'arrêter des 1v1 que d'arrêter une frappe extérieure de surface ou d'arrêter un tir où l'attaquant il est un petit peu gêné par le défenseur. Bien sûr. Donc il y avait des situations où j'étais là en mode, forcément, si on assume ce piège du hors-jeu, on est un petit peu obligé aussi d'assumer le fait que nos gardiens, les seules situations où ils peuvent se mettre en avant, c'est des situations où l'adversaire, il est seul face à lui. Du coup, c'est un peu plus compliqué, quoi. Il y avait un petit peu cette défense. Ouais. Ça, je le conçois pour Chesney et Peña, c'est vrai. Que, après, ils ont été quand même, je trouve, assez bons. Ils n'ont pas peut-être un taux d'arrêt réussi sur les 1v1. Je pense pas qu'ils soient si mauvais que ça, honnêtement. Non, moi aussi, je pense pas que ce soit si mauvais que ça. Et justement, par rapport à ça, je voulais te demander, toi, qu'est-ce que tu avais pensé de cette petite piche de Peña, finalement, et après de la reprise de Chesney sur cette saison. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu juges ça bon, très bon, excellent, pas assez, mauvais? Alors, qu'est-ce que t'en dis, toi? Pour les deux, je vais mettre une appréciation, on va dire bonne, on va dire un bon. Okay. Ce qui vaudrait, je ne sais pas moi, un 6 sur 10 ou un 7 sur 10, on va dire, allez, 6,5 on va dire, parce que c'est pas facile d'arriver en cours de saison, d'accord, de remplacer le numéro 1, t'es projeté comme ça, t'es au Barça. Bon, pour Enrique Peña, qui a quand même été élevé en Catalogne, je pense qu'il a fait un très bon intérim. C'est pas facile, il a fait un bon intérim. Mieux que l'année dernière en plus, mieux que l'année d'avant. Bien sûr. Parmi tous les numéros 2 que j'ai connus au Barça, il y a eu Silicen qui était assez bon, franchement. À part Silicen, je vois pas qui a été meilleur que Enrique Peña. On se rappelle des Pinto, c'était compliqué à l'époque, très compliqué. Pinto, on sait pourquoi il était là. Mais Bon, t'as eu Ter Stegen du coup la première saison 2015, qui était le numéro 2. C'est vrai qu'il a été extrait. Bon, à la base, c'était un numéro 1 en puissance en futur. Tout à fait. Pour le futur, donc. Franchement, il a fait le travail. Enrique Peña dans les gros matchs, on se rappelle aussi, il a été on se rappelle du Classico. Le Classico, il avait été exceptionnel. Le 0-4 au Bernabéu, il avait fait des gros arrêts. Faut pas l'oublier. Il a fait, je trouve, une bonne saison. Ça s'est un peu tassé ensuite. Forcément, il s'est fait remplacer, mais l'intérim, il n'y a pas grand-chose à en vouloir à Enrique Peña. Il y a eu le mois de novembre, décembre où ça a été compliqué pour lui. C'est vrai que le Barça a mangé pas mal de buts et de défaites. C'est vrai. Mais en vrai, je trouve que c'est relativement bon. Il a été, je trouve, un petit peu sous-coté. En tout cas, pas assez remercié par rapport à la saison du Barça en Liga. Si on a réussi à prendre cette Liga-là, c'est aussi grâce à lui. Et maintenant, pour Chesney, pareil, il a dû aussi, pour d'autres raisons, apprendre à jouer avec au Barça. Il n'avait pas les codes, à savoir jouer beaucoup plus. Voilà, il était à retraite. En train de siroter des mojitos, du coup là on l'a ramené ici, on lui a dit écoute, t'as jamais joué avec une défense haute, jamais de ta vie, tu joues en Italie avec la Juventus d'Allegri, avec une défense hyper basse, tu vas apprendre à jouer avec du coup tes pieds, parce que t'as jamais fait de ta vie aussi, tu vas apprendre à toucher, je sais pas moi, 30-40 ballons par match, ce qui est beaucoup pour lui, tu vas apprendre à gérer une zone immense entre la défense et tes buts, tu vois, donc ça met un petit peu de temps. D'accord, ça met un petit peu de temps, mais finalement, tout doucement, il a commencé à s'améliorer, à progresser. Maintenant, on a vu en fin de saison qu'on a, je pense, touché un petit peu le plafond de verre de Chesney. Mais est-ce que c'est pas aussi à cause de la pression mise par le retour le retour de notre fameux gardien de but, le numéro 1 du Barça. Non, c'est sûr que forcément, il y a peut-être eu une influence là-dessus. Même si c'est bizarre parce que de prime abord, moi, je m'étais dit, en fait, Chesney, il s'en fiche tellement. Il est tellement, j'ai l'impression, ailleurs, déconnecté,
qu'il est hermétique en fait à la pression. C'est genre Ter Stegen, il arrive avec ses grands mots en mode c'est bon, je vais revenir, je suis prêt, machin, mais c'est pas Tech que tu vas faire bouger, à qui tu vas mettre la pression, alors que le mec il était à la plage au Mexique il y a encore 4 mois de ça, quoi, tu vois. Donc ouais, c'est possible, je sais pas. On sait pas ce qui s'est réellement passé en coulisses, mais donc justement après ce petit bilan des deux gardiens avec lesquels je suis assez d'accord, hein. Je suis d'accord avec toi sur Peña, faut réévaluer sa saison. Je pense que le problème de Peña, et c'est malheureux pour lui, c'est qu'il a encore l'image du Peña de l'année d'avant où ça avait été très compliqué. Et là, on avait eu vraiment peur. Et je pense que les gens, comme beaucoup de joueurs, tu sais, comme des Eric Garcia, comme des Ferran Torres, ils gardent souvent les images, des premières images du FC Barcelone. Donc par rapport à ça, je pense qu'Iñaki Peña, il a un peu souffert de ça. Chesney, il est arrivé, on avait fait un live juste après le Classico de la Supercoupe. On était là en mode purée, si c'était pas pris le carton rouge, on leur aurait mis 8-0. Du coup, on était un peu dégoûtés. Il y avait aussi Benfica où ça n'avait pas été fameux. Il avait concédé un penalty, tout ça. Il avait tamponné Baldé. Ça a vraiment pas bien commencé pour Chesney. Oh petit à petit, ouais, c'était cata au début. Ça. Petit à petit, il commence à performer. Mais sur la toute fin, comme tu dis, peut-être on se dit... Ouais, c'est bon, on a atteint le sommet. Il y a aussi cette notion où tu as l'impression que c'est pas forcément un joueur qui a vraiment la tête à être ultra compétitif maintenant, quoi. C'est un mec, il est chill, il est détente. Ouais. Il faut peut-être un gardien qui... Ouais, je voulais quand même... Moi, j'étais pas contre le fait qu'il soit numéro 2. Bon, il n'a pas encore prolongé officiellement, mais bon, apparemment, c'est dans les cordes. Ouais. Mais honnêtement, numéro 2, vu la motivation... En fait, je sais pas, on sait pas vraiment. Il y a personne qui peut nous dire à 100%, même lui, je pense... S'il est 100% impliqué comme il l'était il y a encore 3 ans de ça, tu vois. Ouais, le mec, il était à la retraite et j'aurais été contrarié si le club était resté avec Ter Stegen numéro 1 et un Chesney numéro 2, parce que Chesney, on ne sait pas vraiment s'il est vraiment impliqué à 100% focus Barça. Ouais. Il y a forcément, ça se comprend, une vie familiale, un entourage. Et voilà, ils étaient en vacances, t'imagines les voyages, l'absence du papa, et bref. Ouais. Alors qu'ils étaient forcément à la retraite, et je pense bien heureux comme ça. Ouais. Mais là, se remettre dans le bain du haut niveau, et du haut niveau au Barça quand même, faut le faire. Faut le faire, donc ça aussi, il faut le remercier pour ça. Il a fait ce qu'il pouvait cette année. Voilà, il prend pas mal de buts en fin de saison, c'est vrai aussi. Mais voilà, je peux pas reprocher à un mec qui est venu nous aider, tu vois. C'est compliqué. Ouais, très clairement. Après avoir fait ce petit bilan de Peña et Tech, peut-on passer maintenant au cher autre Ter, cette fois-ci, le Ter, celui à qui on fait des vidéos de 1h20 de boulettes sur les réseaux sociaux, celui qui s'est pris la sauce Ter Stegen out depuis une semaine en top tendance Twitter. Quel est ton avis sur ce gardien? Même si je le connais un petit peu, dis-le à haute voix. Ouais, écoutez, je pense que merci pour les travaux. Hein. Ça a été un gardien, honnêtement, qui a eu un prime intéressant. Franchement, il a eu des périodes où... Franchement, faut le dire aussi. Ouais, il a eu des périodes où, franchement, j'ai pas envie de le juger, tu vois, en mettant un adjectif définitif sur lui, parce que ce serait faux aujourd'hui, alors que c'était vrai hier, en tout cas il y a 5 ans de ça, quand il était à son prime absolu, 2018, 2019, même Clairement. Si c'est vrai que dans les grands matchs, on avait souvent lui reproché des choses. En globalité, il était quand même à son prime. Je me rappelle d'une saison, moi, 2018-2019, où vraiment la Liga, le collectif était néant ou presque. On avait quand même Suarez, Messi qui était... La Liga de 2019, hein, c'est vraiment Messi, Suarez, Jordi Alba et Ter Stegen pour moi. Et Ter Stegen, tout à fait. Un peu de l'anglais aussi, quand même, qui avait été solide défensivement. Mais Ter Stegen était, je pense, dans le top 3 des meilleurs joueurs du Barça à l'époque. Oui. Maintenant, il a, je pense, subi ce traumatisme-là du 8-2. Ouais, pour toi, c'est ça le truc. Ouais. J'ai pas envie de dire que c'est le point culminant, mais l'accumulation du 3-0 face à la Roma, le 4-0 dans le fil fait très mal, mais encore plus le 8-2, donc l'accumulation. Ouais. Hein. Et puis ensuite, on l'a plus jamais revu, hein, je pense que... voilà. Ouais, c'était compliqué d'aller le rattraper après. Non, voilà. C'est ça. Et je pense que voilà, l'histoire est terminée. Il faut qu'elle se termine maintenant. Il y a une espèce de concordance des timings qui est parfait pour moi. Hein. Là, c'est parfait, qui est parfait dans le sens où on a un joueur de 33 ans quand même, qui a un contrat longue durée, en 2028, encore 3 ans. 2028, ah ouais, quand même, c'est 2028. Qui a prolongé de nombreuses fois parce que voilà, il était entre guillemets pour faire en sorte d'aider le club, alors que voilà. Du coup là, je pense qu'il veut jouer la Coupe du Monde. 2026, ça arrive dans un an, donc c'est maintenant ou jamais pour le vendre.
et pour faire comprendre que voilà, il devrait partir. Maintenant, je pense vraiment qu'il ne partira que si on lui ramène un numéro 1 dans les pattes. C'est tout. On se rappelle, hein, son ego. C'est un joueur qui. Son ego qui a. Bon, après, c'est normal pour un gardien. J'ai envie de dire que heureusement. Ouais. C'est vrai, ça arrive très souvent. On a vu des cas comme ça où deux gardiens se faisaient un petit peu la guerre. Hein. Lui, évidemment, avec Claudio Bravo. On s'en rappelle. Claudio Bravo, déjà. Ouais. Iker Casillas avec Diego Lopez en 2014-2013. On se rappelle de De Gea, je crois. De Gea avec Casillas, il me semble. Je sais plus. En sélection. Il y avait eu du Navas Donnarumma. Navas Courtois. Navas Donnarumma, ouais. Navas Courtois. Ça arrive très souvent, hein, les gardiens qui se font un petit peu. C'est normal. Les gardiens de but, t'as qu'une seule place, donc je comprends les égos. Faut pas croire que c'est un mauvais garçon, Ter Stegen, mais ne pas croire non plus que c'est un ange. C'est pas un ange non plus. Voilà, c'est un peu les deux. Et surtout, par rapport à sa dernière déclaration là qu'il a sortie en vue de la Ligue des Nations, je crois, ou je sais pas s'ils sont en demi-finale ou si des matchs amicaux de l'Allemagne. Où il dit que lui, finalement, pour l'instant, il est que au courant qu'il y a Iñaki Peña et lui, et qu'il n'y a aucun monde où il s'en va de Barcelone l'année prochaine, quand même. Bah ouais, mais je pense qu'il joue un petit peu sa carte, hein. Il joue son bon droit, pas en montant au créneau, mais plus en s'affirmant. Voilà, avoir cette place du numéro 1 qui lui revient de droit, tout simplement. C'est ce qu'il pense, hein. Mais je comprends. Et donc pour toi, s'il y a un numéro 1 qui arrive, il n'acceptera pas d'être numéro 2 ou d'être dans la dualité, quoi. Ouais, connaissant un petit peu, je pense, je le connais pas personnellement évidemment, mais connaissant un petit peu les antécédents, le personnage et ce qu'il a dégagé, ce qu'on a vu de lui en fait depuis maintenant 11 ans, je pense qu'il veut jouer absolument. Est-ce qu'il serait prêt à rester au Barça et foutre le feu dans le vestiaire ? Je crois pas, non. C'est sûr. Et pour toi, qui a le pouvoir au Barça pour arriver à faire la bascule et lui faire comprendre aussi que de son côté, il va falloir qu'il s'en aille plus d'écho, plus flic ? Je pense les tous en fait, mais dans un ordre précis. D'abord, Laporta et Flick pour faire venir un numéro 1 en puissance. On en parlera évidemment. Et ensuite, une fois que ce sera fait, une fois que tu auras fait le transfert, ce sera ensuite à Hansi Flick et Deco en deuxième partie de faire comprendre aux joueurs que le club ne compte plus sur lui. Hansi Flick là, il a vraiment, je crois, hein, il a vraiment, c'est qu'il a vraiment sa part de travail à faire pour faire en sorte que le joueur parte, lui faire comprendre qu'il ne jouera pas, c'est non négociable. Tu peux essayer de te battre pour ta place si tu veux, vas-y si tu veux te battre, mais quoi qu'il arrive, je pense à l'équipe, je pense au club et je pense au club à long terme pour que le gardien numéro 1 soit en tout cas X personne ou Y, peu importe, ainsi quand même. Et du coup ensuite, ce mec-là va jouer, va s'adapter, ça va prendre du temps, mais il va jouer, d'accord ? Toi, tu ne joueras pas. Après, si tu veux rester, vas-y. Si tu veux rester, ok. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on est donc le fameux numéro 1, Ter Stegen en 2 et Chesney en 3, quoi. J'espère pas, mais je pense, j'espère que M. Ter Stegen partira. Je pense. Ouais. Ok, dans cette configuration où justement un possible numéro 1 pourrait arriver. Et sur le numéro 1, les rumeurs quand même depuis une dizaine de jours tournent autour de Joan Garcia, de l'Espagnol Barcelone, gardien d'avenir de l'Espagne, tout simplement. Super bonne saison, ça fait pas très longtemps qu'il est vraiment dans le monde professionnel, puisque ça fait 1 an et demi, je crois, qu'il joue vraiment avec cette équipe-ci. Un gardien, tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi j'ai surtout une première question par rapport à ce gardien-ci, c'est est-ce que c'est pas une solution finalement de facilité pour le Barça, dans le sens où moi je me suis tout de suite dit, l'objectif de ramener un gardien numéro 1 de base, c'est bien évidemment on est content parce qu'on se dit ça évince Ter Stegen, il est mis sur le côté, on est content. Mais maintenant, essayons de réfléchir et de se dire si tu veux ramener un numéro 1, si tu veux surtout faire en sorte que Ter Stegen y dégage, c'est pour que tu aies un gardien à la place de Ter Stegen qui soit un gardien qui fasse les différences dans les grands matchs. Est-ce que le fait de recruter Joan Garcia, qui est pour l'instant, à l'instant où on le dit, ou à l'instant où on fait la vidéo, je n'ai aucune certitude, etc. Pas un gardien qui a énormément de gages de certitude au très haut niveau, parce qu'il n'a pas connu la Ligue des Champions, il n'a pas connu la sélection espagnole, et il n'a pas non plus énormément d'années dans un club professionnel. Est-ce que le fait de se restreindre à cette solution-ci, qui certes ne va pas coûter cher, mais qui normalement quand tu recrutes un gardien, tu ne le recrutes pas pour 1 an ou 2 ans, tu le recrutes pour 5-6 ans. Est-ce que c'est pas trop une solution de facilité selon toi du côté du Barça ? Alors c'est possible. Déjà, j'ai pas envie de mettre ça sur la même balance, ça n'a pas le même poids, mais faire partir Ter Stegen
par ce que tu fais venir Johan Garcia, c'est déjà une victoire déjà. Donc, ok, déjà pour toi c'est avant même d'avoir la satisfaction d'avoir un gardien enfin performant, ça on le verra plus tard, quoi qu'il arrive, c'est risqué. Tous les transferts sont des risques. Mais déjà, si grâce à Johan Garcia, on réussit à faire partir Ter Stegen parce que son salaire, parce que la numéro 1 comme lui, c'est handicap, etc., c'est déjà une petite victoire, voire une grosse victoire. On verra évidemment si Garcia performe. Et après, concernant évidemment le joueur, le gardien de but, pour nous c'est compliqué de savoir à quel point c'est un grand gardien, c'est vrai, parce que c'est un poste particulier. Parce qu'on n'a pas tous regardé les matchs de l'Espagnol Barcelone. Ah, ça c'est sûr, oui. Encore heureux, oui. Il n'a pas les références évidemment en LDC. Maintenant, on va le voir, on va le tester. Si ça flop, écoute, on aura essayé. Ok. On aura essayé, mais j'ai pas envie de croire que ça va flopper dans le sens où, que ce soit Ter Stegen et Claudio Bravo à l'époque, par exemple, les deux, aucun des deux n'avait un passé en LDC, n'avait pas un passé de référence ultime. C'est vrai quand tu le dis. Ouais, loin de là. Donc, quoi qu'il arrive, ça va être un risque. Moi, je sais que ça va être un risque. Okay. Ça peut flopper. Maintenant, j'ai vu Guardiola qui en parlait tout à l'heure, qui a fait une déclaration qui disait comme quoi toutes les données indiquent que le gardien en question, Johan Garcia, sera un grand gardien. Donc, je fais confiance, Si on a fait confiance, Pep, c'est bon. Après Pep, attention, parfois il fait des feintes exprès. Ouais, des feintes de corps exprès pour flatter le Barça. Donc à voir. Je continue à croire qu'il y a vraiment un espèce de timing parfait pour la venue d'un gardien de but. Parce que souvent, il y a une espèce de. J'appelle ça moi un jeu de chaise musicale où les gardiens de but, là, il va partir. On le sait qu'il va pas rester à l'Espagnol de Barcelone. Donc si tu le manques, Johan Garcia, si tu le manques, tu peux le regretter. Oui, c'est sûr. Je préfère que le club agisse enfin. Le recrute, même pour 25 patates, mais qu'ensuite, du coup, on juge le joueur. S'il est mauvais, écoute, le club aura fait quand même le nécessaire pour tourner la page Ter Stegen, enfin. Ok. Et voilà, quoi. Ouais, pour toi, c'est ça la priorité, en fait. C'est vraiment de se dire, l'objectif numéro 1, c'est de dire au revoir à Ter Stegen. C'est pareil. Et après, en fait, on testera peut-être Johan Garcia, et si ça flop... Tu vois, parce qu'en fait, moi, je me suis dit... Est-ce que, c'est pas l'hypothèse que je choisis, mais je me suis dit, elle existe cette hypothèse de se dire, un peu comme le numéro 9 avec Lewandowski, mais une moindre mesure, on attend encore un an, que la trésorerie, elle se remplit du côté du Barça, on attend encore un an avec la difficulté Ter Stegen, etc. Mais l'année prochaine, tu achètes un gardien qui a plus de sûreté encore. Tu vois, un Diogo Costa, par exemple, de Porto, qui a des références Coupe du Monde, références à Porto, références Ligue des Champions. Là, tu payes un peu plus cher, tu payes dans les 50, dans les 60. Mais même si tu n'as pas de sûreté, bien évidemment, à tout moment, Diogo Costa peut aussi rater au Barça. Mais tu achètes quand même un joueur qui a plus d'expérience. Et cette expérience, elle vaut aussi quelque chose. En attendant, peut-être il y a cette possibilité-ci qui existe et je me suis demandé, est-ce que cette hypothèse, elle est prenable? De ce que tu me dis, toi, tu pars quand même sur l'idée de te dire, l'objectif numéro 1, c'est de dire au revoir à Ter Stegen. Numéro 1 dans le temps, en fait. D'abord, évidemment, lui dire au revoir, ce qui sera possible, évidemment, si tu ramènes un gardien. Et ensuite, on teste Johan Garcia. J'ai pas envie de mettre ça vraiment l'un au-dessus de l'autre. C'est vraiment les deux pèsent aussi lourd. Maintenant, d'où le fait que je reparle de timing. Qui te dit dans un an tu pourras justement faire venir une pointure à ce poste de gardien de but où les postes sont tellement chers, tellement rares, tellement compliqués. On ne voit jamais, c'est très rare d'avoir des transferts de gardiens de but comme ça qui font les gros titres dans la presse. C'est très très rare. Je pense que le dernier c'était Courtois peut-être au Real quand il est arrivé. Mais sinon c'est pas souvent que tu vois un gros club faire un gros achat qui révolutionne un petit peu, que tout le monde attend. C'est vraiment en général des petites opportunités de marché. Donc je compte sur le club pour justement être opportuniste. Parce que là on en a une belle. 25 millions d'euros pour un gardien qui pourrait être du coup un super gardien. C'est vrai. C'est jeune, 24 ans je crois. C'est honnêtement une très belle opportunité. Tu vois que peut-être dans un an, même si tu as les fonds, tu n'auras pas l'occasion de faire mieux que ça. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, il y a le combo. Il y a le combo opportunité de dire à Ter Stegen, on te met la pression par rapport à la Coupe du Monde. Ouais, en plus. Et le combo du gardien qui arrive et qui pour l'instant peut faire partie de ce mercato gardien qui arrivera. Et comme tu l'as très bien dit, en fait, il y en a très peu des mercatos comme ça gardiens, mais quand il y en a un qui part, tu crées un coulissement où tous un petit peu ils vont partir et ça va créer un truc où il va y avoir plein de petits transferts de gardiens à droite à gauche. Donc ok, profitez du contexte pour changer d'air du côté du Barça parce que ça va faire maintenant 10 ans qu'il est là, de Ter Stegen. Hein. Ouais, 11 même. 11 ans. 11 ans. Moitié-moitié. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi quand même. C'est dur. La culture de l'instant, on a envie d'être dur avec lui, mais la première partie de sa carrière au Barça aura quand même été une très bonne partie. Moi, j'ai trouvé c'était un gars. Oui, clairement. Franchement, ouais. Mais comme tu le dis, il est certainement temps de tourner la page. Ça arrivera là. Là, vraiment, tous les jours, on a des infos sur Joan Garcia. Toi, tu penses que ça va se faire ou tu te dis, faut quand même attendre? Ouais, je suis confiant. Je dis pas que ça va se faire, mais je suis confiant. Par contre, si ça n'arriverait pas, je serais très, très, très critique envers le club et la direction. Mais je pense que ça se fera. Vu comment le dossier a l'air d'être mené, je trouve très bien, pour une fois, par Deco, les médias et la direction qui continuent de faire le forcing à le séduire et à en faire du coup. Je pense que les joueurs ils se sentent un petit peu flattés dans leur ego quand ils voient que un club comme le Barça, fait des pieds et des mains pour te faire venir. Je pense que ça contribue à ce que le joueur vienne, soit séduit par le projet sportif du club. Donc là, ça parlait de prêt. J'étais choqué au début quand tu me suis dit. Je suis d'accord, c'était choquant ça. Ouais, donc là finalement, on a vu que apparemment la presse nous a dit que le club finalement voulait en faire un numéro 1 en puissance. J'ai dit ok, c'est très bien. J'ai vu même la presse qui a parlé de si jamais Joan Garcia n'était pas recruté, ça parlait de Alex Remiro, je crois, de mémoire. Hein. Et je me suis dit, tant mieux, comme ça, ça va un petit peu inciter Joan Garcia à se décider vite. Hein. Peut-être que c'est un moyen de pression, une rumeur lancée comme ça pour mettre une petite pression à Joan Garcia pour qu'il signe vite. Donc pour l'instant, je trouve que le club se débrouille assez bien au niveau négociation et la hype, tout ce qu'il y a autour pour le faire venir. C'est très bien. Bon, on espère que ça continuera ainsi. On espère aussi qu'il viendra. Comme ça, on aura le temps aussi de l'analyser, de voir un petit peu ce qu'il a fait, de le comparer un petit peu aux autres gardiens. On a hâte que ça se passe pour, comme je l'ai dit tout à l'heure déjà, tourner la page par rapport aussi à Ter Stegen. Sur ces très belles paroles, Charel, un énorme merci pour ta participation. Très très heureux. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne bien évidemment, mais en fait je sais déjà que c'est fait. Voilà, j'attendais la vidéo, que vous voyez l'argumentaire du garçon, que vous voyez sa manière de parler, toutes les billes qu'il a en main, pour voir que c'est un grand monsieur. Maintenant que vous savez, vous avez la certitude, vous vous abonnez. Voilà, vous abonnez et vous regardez les vidéos jusqu'au bout, parce que c'est toujours intéressant et il y a plein de lives aussi. Donc si pendant les soirées vous avez la flemme d'aller au ciné ou de regarder un petit film, vous matez Charel. Voilà, il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a le mercato, il est chaud là-dessus. Il a des bonnes personnalités en plus à droite à gauche, donc vraiment, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne et un grand merci à toi. Merci à toi de l'invitation, ça fait plaisir. De parler comme ça, là, de manière posée, ça fait plaisir. Très bien, très bien. Sur ce, mes amis, bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. À tout bientôt. Ciao. Ciao.